Mesdames, Messieurs, Général tout d'abord, Mesdames, Messieurs, et je pense pouvoir dire chers amis, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, et je vous demande d'excuser Jacques Bompard, maire de la ville, qui aurait aimé être là, mais qui est pris par ses fonctions à l'Assemblée nationale et jusqu'à jeudi ne pourra pas être là. Donc, il vous transmet son respectueux souvenir à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous prie de l'excuser, Général. Et c'est moi, très modestement, qui présenterai, mais je ne pense pas qu'il soit utile de le présenter. Simplement, je dirais un mot de la part des Orangeois et de tous ceux qui s'intéressent à la politique. On est intéressé par votre parcours. On est intéressé par votre parcours parce qu'un militaire qui s'engage dans une élection présidentielle, vous avouerez que c'est plutôt rare, sachant que ce sont des choses qui sont souvent, je dirais, sur lesquelles mettent la main et les énarques et les hauts fonctionnaires. Donc quelqu'un du monde, je dirais, entre guillemets, libre et ancien militaire qui se présente à l'élection, vous avouerez qu'il faut qu'on s'y intéresse et c'est ce que nous faisons ce soir. Votre parcours nous plaît parce que vous n'êtes pas au service d'un parti politique, vous êtes au service de votre peuple, comme sans doute vous l'avez été dans votre fonction de militaire. Et là aussi, c'est assez remarquable puisque je crois que le chiffre de 93% des Français qui se défient des partis politiques est le reflet de la réalité. Et il est intéressant de voir que là aussi, vous partez en homme libre, indépendant, avec un message sûrement très différent. C'est ce que nous allons écouter ce soir, c'est ce que nous attendons. Nous attendons que vous nous ouvriez les yeux et qu'on puisse eh bien, avoir des informations et vous suivre pour les mois qui vont arriver. Je vous remercie beaucoup de votre présence et nous vous écoutons vraiment avec beaucoup d'attention. Madame la maire, merci beaucoup de ces quelques mots. Je ne sais pas s'il y a d'autres élus dans la salle. Non. Oui, les élus, je veux dire, pardonnez-moi, des maires. Je sais que vous êtes élus, je sais qu'il y en a plusieurs. Je me suis trompé. Merci beaucoup de ces mots, peut-être un peu trop élogieux. C'est vrai qu'un officier est depuis le début au service de son pays. Point. Et je crois qu'il est difficile de changer de psychologie quand on a été recruté à moins de 20 ans pour cela, qu'on n'a fait que cela dans sa vie. Moi-même, j'ai eu du mal à changer de culture, si je peux dire. Mais vous savez, il n'y a pas que les officiers qui sont au service de leur pays. Vous-même, vous l'êtes. Mais je dis aussi souvent en conférence qu'une mère de famille et un père de famille sont au service de leur pays. Et tout le monde peut être au service de son pays, et tout le monde, y compris dans l'armée, peut travailler contre son pays. Avant de commencer, excusez-moi d'abord, aujourd'hui j'en suis à 5 heures de parole. 3 maires, dont un m'a gardé 2h30, et plus une conférence de presse tout à l'heure, donc la voix commence à s'érailler. Je crains pour demain et après-demain. Ça va être ça ce soir beaucoup. Donc, avant de commencer, je voudrais vous offrir ce livre qui sera en librairie le 2 février. Il ne sera pas en vente ce soir parce qu'une loi, je crois, comment s'appelle-t-il, langue, interdit de le vendre avant qu'il ne soit en librairie. Donc, je n'en ai qu'un exemplaire à vous donner. Voilà. Je vous en prie. Pour ceux que ça intéressera, il sera donc en librairie le 2 février. Alors, je sors aussi quand même mes antisèches, parce que, pardonnez-moi, je ne suis pas un politicien. Je sais parler beaucoup, longtemps, mais pas n'importe comment. Je n'aime pas du tout dire n'importe quoi. Et c'est aussi une marque de notre métier. Et en général, quand on parle, on sait qu'on engage beaucoup de choses. On peut engager la vie de nos hommes. La démagogie, c'est du sang sur le terrain. La démagogie dans l'armée, en général, on ne connaît pas. Donc, quand je parle, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. C'est pour ça aussi que je préfère mettre mes idées au clair auparavant sur un bout de papier. Que vous dire aujourd'hui? Je ne vais pas m'attarder sur la situation de notre pays. Ah, j'ai oublié une chose. Alain, j'ai oublié une chose, pardonnez-moi.
Combien de temps? Jusqu'à 21h30. Oui, mais combien de temps de questions? Bon, 3 quarts d'heure de Oui. Merci. Et vous me verrez souvent aller vers la bouteille à cause de la poire. Mais c'est de l'eau. Pour un morceau, vous le notez quand même. Donc d'abord, que dire de la situation de notre pays, mais aussi de l'Europe et du monde, hein. Bien sûr, comme on dit, ça va mal. Bon. On ne va pas s'étendre sur ce constat, ça va mal pendant longtemps, on ne terminerait jamais, on terminerait tous sous Prozac, et ça ne ferait pas avancer les choses. Parce qu'il y a aussi des signes d'espoir. Et parmi les signes d'espoir, il y a notamment en France, mais un peu ailleurs aussi, une jeunesse de France qui me fait dire que notre pays connaît en même temps la classe politique. Quand je dis la classe politique, je veux parler de ceux qui sont au sommet. La classe politique peut-être la plus nulle de l'histoire de France et peut-être en même temps la plus belle jeunesse de l'histoire de France. Elle est très prometteuse, notre jeunesse. Je crois vraiment, vraiment en l'avenir de notre pays. Sinon, je ne serais pas ici ce soir. Des signes d'espoir et qui se sont manifestés, par exemple, contre la loi Taubira. J'y étais, c'était jeune, c'était beau. Parmi les jeunes, il y avait des cheveux blancs, dont les miens. Parce qu'on peut être jeune aussi à 60 ans et plus. Et donc, il y a de vrais signes d'espoir. Notre France vivra, c'est sûr. Et l'Europe, au-delà. Mais au-delà de ce constat très, très factuel et très rapide, je crois que nous sommes des êtres privilégiés dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire du monde. Privilégiés parce que nous vivons une époque de transition très forte entre deux époques de très longue durée. Nous terminons une époque qui a commencé vers le XVe siècle, qui s'est terminée, je dis moi, avec mai 68, par le nihilisme de mai 68, et qui est une forme de retour à la barbarie. Si on continue dans cette direction, et plein de mouvements nous conduisent à continuer dans cette direction, eh bien nous connaîtrons de nouveau la barbarie. Après tout, pour certains, c'est un cycle dans l'histoire de l'humanité. Je n'en suis pas sûr du tout. Mais nous pouvons retourner à la barbarie. Et ce mouvement qu'il y a, ces signes d'espoir, avec en particulier cette jeunesse fantastique, eh bien, c'est une nouvelle ère qui commence. Une nouvelle ère de civilisation. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut nous situer aujourd'hui pour vraiment voir clair en politique. Nous vivons la fin d'une époque que je qualifie de retour à la barbarie. La fin, pas forcément la fin, parce qu'elle peut continuer et nous pouvons vraiment aller vers la barbarie. Mais en même temps, il y a ce croisement. C'est fantastique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que notre responsabilité à nous, Français, de 2017, elle est gigantesque. Elle est gigantesque, elle consiste tout simplement à créer les conditions pour que nous ne retournions pas à la barbarie et qu'au contraire, il y ait un nouveau mouvement de civilisation dans notre pays, en Europe et au-delà. Elle est gigantesque, cette responsabilité. Elle est magnifique. Notre mission de citoyen français aujourd'hui, c'est fantastique. Moi, je remercie le ciel, parce que je suis croyant, de vivre cette époque. Je remercie le ciel. Bien. Mais par contre, ce n'est pas facile de vivre une époque comme celle-ci. Ce n'est pas facile. Ça peut nous mener à beaucoup de souffrances, énormément de difficultés. Alors, il y aura des déserteurs, et bien, comme dans toute guerre, il y aura des déserteurs. Et puis il y aura ceux qui feront la guerre jusqu'au bout. Ce sera ceux qui tomberont en route. Parce que voyez-vous, quand je dis guerre, je pense vraiment que c'est une époque dans laquelle nous courons de très gros risques. Je suis passé très rapidement et volontairement sur ce qui va mal. Mais aujourd'hui, nous courons en France de vrais risques de guerre civile. Dans certaines régions de France, plus que dans d'autres, c'est évident. Mais même dans mon Périgord profond, où ça va bien, si vous voulez, il y a des maires qui s'inquiètent très sérieusement, des maires de tout petits villages, qui s'inquiètent sérieusement de ce qui se passe chez eux. Et au-delà de cette guerre civile possible, eh bien l'humanité court aujourd'hui le risque d'une véritable guerre mondiale. Selon certains analystes, nous y allons d'une manière quasi mécanique dans les 10 années qui viennent. Donc on peut très bien se retrouver dans une situation absolument anarchique d'une guerre mondiale, juxtaposée à toute une série de guerres civiles, un peu partout. Et donc ces analystes disent aussi que
Nous connaissons déjà les armes de la prochaine guerre mondiale si par malheur elle éclatait. Hein, les armes que nous connaissons aujourd'hui, nucléaires, etc. Mais nous connaissons aussi les armes de la prochaine guerre. L'arc et les flèches. Parce qu'elles peuvent être tellement dévastatrices, que nous pouvons vivre un nouveau 5e siècle. Là, vous savez, la chute de l'Empire romain, avec le marasme complet, en particulier en Gaule, et puis un retour à une forme de sauvagerie, il a fallu 1000 ans pour en sortir. C'est ce que craignent certains analystes. Eh bien, vous voyez, c'est ça que nous avons à vivre aujourd'hui. Nous avons empêché, d'une manière ou d'une autre, par notre action politique en particulier, que ce retour à la barbarie ne continue et qui nous mène au marasme le plus complet, et nous avons aussi en même temps à favoriser les graines du renouveau de ce nouveau mouvement de civilisation qui se dessine en France, en Europe. C'est notre mission, mais c'est comme ça aussi que moi je conçois ma mission de chef d'État, si d'aventure je l'étais. C'est comme ça que je la conçois. Parce qu'un chef d'État, aujourd'hui, dans les conditions de la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit unir les Français, au lieu de les diviser, comme on voit ça depuis 50 ans. Appel du peuple de gauche contre le peuple de droite, ou récemment par M. Fillon, ou son adjoint du peuple de droite contre le peuple de gauche. Ignoble. Unir les Français pour arrêter les processus de désagrégation, les processus destructeurs de notre pays, et initier au contraire les engrenages prometteurs d'avenir. Le chef de l'État aujourd'hui, comme notre génération, comme tous les Français d'aujourd'hui, dans cette période de bascule historique, sont des passeurs. Le chef de l'État est un passeur. Il reçoit un joyau, un bijou qui s'appelle la France, qui a été horriblement sali pendant des décennies, et pendant plus que ça. Il doit le transmettre à ses successeurs en le nettoyant autant que possible, en l'améliorant autant que possible. C'est une mission très humble, celle du chef de l'État. Il vit quelques années ses fonctions dans une très longue série de chefs, des rois, des présidents de la République, des empereurs, etc., en espérant qu'elle continuera longtemps encore. Très humble et très importante. Et ça va, vous l'avez compris, bien au-delà du coup de téléphone à la petite Leonarda et de la hausse de TVA sur le yaourt de la bio, hein, je suis désolé. C'est pas ça. La mission du chef de l'État, elle est bien au-dessus de ça. Donc, unir les Français pour mettre fin à ces processus de désagrégation, de retour à la barbarie, et au contraire, relancer, favoriser tous ces processus d'avenir de nouvelles civilisations. Sans oublier aussi, et ça c'est malheureusement ce que je vais dire, pour vous c'est banal, mais pour notre classe politique, c'est nouveau. Sans oublier aussi que le court terme en politique c'est 20 ans, que le moyen terme en politique c'est 50 ans, et que le long terme c'est 100 ans. C'est ça le terme politique. Combien de temps faut-il pour faire un homme? 60 ans, me disait mon père, et je crois qu'il avait raison. Je crois qu'il avait raison. Pour faire un homme à peu près mûr, à peu près complet. Hein? Eh bien, qu'est-ce que c'est que 60 ans? C'est très rapide dans l'histoire d'un peuple. Alors quand on a des politiques qui résonnent à, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, au mieux 5 ans, c'est impossible. Impossible! Voilà. Donc c'est pour cadrer les choses. Maintenant, je voudrais vous parler de 2 points, sachant qu'il m'est impossible de traiter de tout ce soir, absolument impossible, surtout, il ne me donne que 30 minutes, vous vous rendez compte un peu, un surtant si peu de temps. Donc je m'arrêterai à 2 points uniquement, puis après, bien sûr, vous pourrez me poser des questions sur ce que vous souhaitez, l'islam, l'économie, etc., etc. Je m'arrêterai sur 2 points que je considère comme essentiels, parce que de ces 2 points dépendent pratiquement tout. Je crois que c'est à partir de là que tout se déroulera. Encore une fois, je dis bien que moi, je ne m'engage pas à rebâtir la France en 5 ans, encore moins en 100 jours. En 5 ans, on ne peut que freiner les processus destructeurs et lancer les processus de construction. On ne peut faire que ça. C'est trop court, 5 ans. Il ne faut pas s'imaginer faire mieux. N'importe quel maire M-A-I-R-E, le sait. Pour avoir des projets, il faut du temps. Pour faire quelque chose en politique, il faut du temps. Donc, moi, je ne dirais jamais, je rase gratis, dans 5 ans, on sera au paradis. Certainement pas.
Je suppose même que sur certains points, en 2022, nous serons dans une situation pire qu'aujourd'hui. Pire qu'aujourd'hui. Et oui, parce que, vous savez, un bateau en pleine mer, quand on lui fait changer de direction, il faut du temps, hein. Eh bien, dans l'histoire, un pays dans l'histoire, surtout alors que pendant 50 ans, c'est un bateau en pleine tempête qui n'a pas eu de pacha, il n'y a pas eu de patron pendant 50 ans. Vous savez, lui faire changer de direction, c'est pas une petite affaire. Hein. Et ce qu'on détruit dans une société sur 40 ans, il faut 100 ans pour le reconstruire. L'enseignement en France, il va falloir des décennies pour le reconstruire. Ça sera très long. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Clair. Hein. Alors, les deux points desquels je voudrais vous entretenir ce soir, ce sont d'abord les institutions, et ensuite les repères. D'abord, nos institutions. Je crois qu'il est essentiel, justement pour affronter ce XXIe siècle, pour initier les processus de reconstruction, et freiner les processus destructeurs, il est essentiel de revoir nos institutions le fonctionnement au moins de nos institutions sur 3 points. D'abord, le mandat du président de la République. Le mandat du président de la République, aujourd'hui, le président de la République est tenu par les partis politiques. Point. Et les partis politiques ne se comportent pas comme la Constitution leur dit de se comporter. Il y a une phrase dans la Constitution. Les partis concourent à l'élaboration de la politique. Point. Aujourd'hui, ils font tout, ils ont installé une véritable dictature. Et ils se sont accaparés le poste de président de la République. Eh bien, il faut... Ça, c'est très courant dans l'histoire de France, après tout. Hein, sous des formes diverses, nos rois ont connu ça, Louis XIV avec la Fronde, etc. Hein. Ça n'est pas toujours allé jusqu'à la dictature, mais c'est un phénomène récurrent dans notre histoire. Hein. Ce n'est pas nouveau. Il faut nous habituer, entre guillemets. Non, il faut le vaincre. Définitivement, c'est très difficile, mais il faut revenir régulièrement dans l'histoire, tous les 100 ans, ou 50 ans, ou plus, hein, sur ce sujet, et mettre à bas la dictature des partis. Sinon, c'est la France qui va couler. Donc, il faut soustraire le président de la République à la dictature des partis, et il faut lui donner le temps, parce que sans le temps, en politique, on ne fait rien. Et il faut aussi, ça va ensemble, asseoir la souveraineté du peuple sur ce mandat qui lui appartient. Je dis parfois, c'est un peu une boutade, mais c'est pour imager que, en fait, et je reprends si vous voulez ce qui se passe en entreprise, en fait, le peuple souverain est l'employeur, et le président est l'employé. C'est pas exactement ça, j'en conviens, mais d'une certaine manière, il y a ça. Dans un pays où il y a souveraineté populaire, qui en fait a été décrété en 89, mais il n'a jamais existé réellement, jamais, quand on regarde bien notre histoire, jamais, hein, eh bien, le président ne dépend que du peuple, et pas des partis. Et c'est aussi un petit peu quand même l'esprit de la Constitution. Bon, un peu. Donc, que proposerais-je? Vous imaginez que si j'ai 500 parrainages, vous le savez bien, nous présenterons des gens aux législatives. Ça, c'est une première chose. Et si je suis élu, eh bien, au premier tour des législatives, il y aura 2 référendums, dont un sur le mandat du président de la République. Peut-être en même temps celui du maire, parce que c'est très proche. Il y a une très forte similitude entre ces 2 mandats. Ce que je proposerai, ça sera au pire, c'est vraiment le strict minimum, revenir au septennat renouvelable. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Là, ce que je proposerais, c'est que le président élu, il soit élu jusqu'à une limite d'âge, 75 ou 80 ans. Mais, tous les 7 ans, un vote de confiance, ce qu'autrefois on appelait le plébiscite. Vote de confiance. Tout le corps électoral national est appelé à renouveler ou refuser la confiance. Avant de procéder à une élection, on procède à ce vote de confiance. La confiance est renouvelée, il continue 7 ans et il n'y a pas d'élection. La confiance lui est refusée, il s'en va immédiatement, et là, on élit un nouveau président de la République. On me regarde bizarrement des fois quand je prononce ça, et oui, c'est un peu nouveau dans le paysage, un peu nouveau dans le paysage. Je vous avoue que j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps avec mon équipe. J'ai oublié de présenter mon équipe tout
faire ça. Tu aurais dû m'aider. J'en parlerai tout à l'heure. Hein. Donc voilà ce que je proposerai. Sachant qu'on peut en plus, un maire me l'a dit cet après-midi quand je lui ai présenté cela, on peut en plus, parce qu'il me dit, mais quand même, si on avait pu virer Hollande avant, ça aurait été pas mal. Hein. Je dis oui, justement, j'y ai pensé, M. Hollande m'a donné une idée supplémentaire. Merci, M. Hollande. Le référendum d'initiative populaire, qu'on peut mettre en œuvre à partir de 2 ans et demi ou 3 ans de mandat. Si au bout de 2 ans et demi, le président de la République manifestement ne sait pas gouverner ou ne va pas dans la bonne direction, on peut déclencher un référendum d'initiative populaire pour le virer. Bon, il reste à évaluer les modalités de ce référendum, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec un référendum d'initiative populaire. Hein. Nous sommes en France, en Gaule, pas l'oublier. Hein. Donc on est capable de faire à peu près n'importe quoi. Il faut bien le cadrer. Mais voilà, je crois, avec cela, si vous voulez, le président, il est mis quasiment dans la nécessité de se sortir des griffes des partis politiques et de regarder sur le long terme. Regarde sur le long terme. Il peut aussi partir avant si ça ne lui convient pas, c'est évident. Ensuite, la deuxième, toujours dans les institutions, il faut revoir le fonctionnement de l'État et sans doute son architecture. Et je crois qu'il faut d'abord revenir sur ses missions. Aujourd'hui, d'une manière un peu lapidaire, j'en conviens, mais on se demande si l'État est vraiment toujours au service de la France et des Français. La seule légitimité de l'État lui vient de la nation et du service qu'il lui rend. La seule légitimité de l'État. Aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression d'un État un petit peu comme le définissait Mussolini. Vous savez, tout par l'État, tout pour l'État, rien sans l'État, rien en dehors de l'État. Quand on traite de facho, alors on va voir à côté. Hein, c'est plutôt ailleurs qu'il y a des fascistes. Un maire m'a traité de facho récemment au téléphone. Bien. Donc il faut revoir le fonctionnement de l'État qui n'est plus vraiment au service du pays. Comment moi est-ce que je conçois l'État? Quand je dis moi, encore une fois, c'est un gros travail collectif. Il y a, je crois, 3 grandes fonctions dans l'État, 3 grands groupes de missions. Il y a d'abord, bien sûr, les missions régaliennes, nous les connaissons, sécurité intérieure, sécurité extérieure, justice, affaires étrangères, et ouais. Là, il doit être absolument parfait parce que c'est son rôle central. C'est un rôle central. Je note tout de suite qu'aujourd'hui, il ne remplit plus correctement ce rôle central. Nous avons autant de magistrats que sous Napoléon III, alors que la population était multipliée par 2 à peu près. Le personnel opérationnel, c'est-à-dire apte à faire la guerre, de l'armée de terre, c'est 65 000 hommes, le Stade de France. 65 000 hommes. Vous imaginez un peu? La Suisse mobilise plus d'infanterie que nous, 8 millions d'habitants. Et la Suisse consacre 3,5% de son PIB à la défense. Nous, 33 chambres. Vous vous rendez compte un petit peu, l'État, sur les missions régaliennes, aujourd'hui, il est à côté de la plaque. Alors qu'il devrait être parfait. Parfait. Deuxième type de mission, deuxième grand groupe de mission, la préparation de l'avenir. Je me souviens qu'en 1995, après mon commandement à Bayonne, je suis allé à l'état-major de l'armée de terre et je travaillais sur l'armée de 2025. 2025. 30 ans. Dans n'importe quelle entreprise, Saint-Gobain, etc., il y a une fonction pilotage, une fonction long terme, une fonction préparation de l'avenir, qui s'appuie toujours aujourd'hui sur une prospective solide. Ben, au niveau de l'État, il n'y a pas ça. J'ai travaillé dans 2 ministères, il n'y a pas ça. Autrefois, il y avait le ministère du Plan qu'on a supprimé. Écoutez, pas tout à fait ça, mais enfin, ça en approchait. C'est un peu directif. Il n'y a pas cette fonction prospective. Et pour une raison, fonction de préparation de l'avenir. Pour une raison tout à fait simple, ce qui intéresse les politiciens qui ont colonisé l'État, il faut distinguer les politiciens et l'État. Hein. Ce qui intéresse les politiciens, c'est uniquement la prochaine élection pour avoir le pouvoir et garder le pouvoir. Vous savez, l'avenir à long terme, ce n'est pas leur problème, c'est le nôtre. Donc, une fonction essentielle de l'État, une mission essentielle de l'État, c'est la préparation de l'avenir à long terme. D'autant plus qu'on sait les grandes lignes du XXIe siècle à venir. On les connaît. Par exemple, pour la démographie,
Eh bien, nous savons que l'Europe, aujourd'hui, c'est 600 millions d'habitants, y compris la Russie, et ça sera toujours 600 millions d'habitants à la fin du siècle, à condition d'avoir un apport migratoire correct et de redresser un petit peu la démographie. Alors que l'Afrique, dans le même temps, l'Afrique seule, va passer de 1 à 4 milliards d'habitants. C'est une tendance lourde du XXIe siècle, ça. Mais on n'y travaille pas, au niveau politique. On n'y travaille pas. Alors que c'est absolument déterminant. Bon, voilà la deuxième grande mission de l'État, la préparation de l'avenir, autour d'un outil prospectif énorme, qui n'est pas forcément d'ailleurs fait avec des fonctionnaires. Et puis des ministères clés pour l'avenir. Quels sont-ils? Le premier, c'est la famille. Est-ce la famille? Tout simplement. Hein? La famille, c'est le socle. C'est le socle inamovible d'une société qui tient la route. C'est inamovible. La famille est un élément politique fondamental, c'est l'élément politique fondamental de notre nation, et ça depuis longtemps. Bon, la famille, un papa et une maman, des enfants. Pas se tromper. La famille. Et aujourd'hui, eh bien, il faut avoir une politique solide pour la famille, de protection de l'enfant, de consolidation des couples, de lutte contre le divorce, sans forcément l'interdire, bien entendu. Hein, et puis ensuite, favoriser la natalité, c'est-à-dire permettre aux parents d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent. On constate quand même au niveau national que si la natalité de 1,9 au lieu de 2,1 taux de renouvellement, le souhait moyen des couples, c'est de 3 enfants. Alors quand même, autant les aider. Il y va de l'avenir physique de notre pays. D'après les projections, non pas de l'INSEE, parce qu'ils ne veulent surtout pas faire ça, mais je ne me souviens plus quel démographe. Si nous continuons ainsi, à la fin du siècle, l'Allemagne aura 36 millions d'habitants et nous 30. Ou l'inverse, je ne sais pas. À la fin du siècle. Sauf, bien sûr, un port migratoire énorme. Donc la famille, c'est non seulement l'élément civilisateur fondamental, c'est l'élément préparateur de l'avenir, c'est ce qui... Quand on consolide les familles, on ferme des prisons à terme, évidemment. On sait aussi qu'une famille qui vit bien, qui a une vie familiale dense, qui a une vie matérielle aussi assez solide et qui rayonne, elle rayonne de la paix. Elle rayonne de la paix. Imaginez que toutes les familles de France soient en paix, mais la France serait en paix. Et si tous les pays du monde avaient des familles en paix, le monde serait en paix. Et c'est couillon quand même de ne pas faire une politique familiale qui favorise la paix des familles. Le rôle principal d'un gouvernement, d'un chef d'État, c'est de faire la paix chez lui. C'est ça, sa mission principale. Et l'un des éléments essentiels, c'est la famille. Il faut quand même faire une politique familiale qui se tient. Deuxième ministère d'importance radicale pour l'avenir, c'est l'enseignement. Je n'ai pas dit l'éducation nationale. J'ai dit l'enseignement. Aujourd'hui, selon le titre que vous connaissez bien, c'est une fabrique de crétins. Des enseignants eux-mêmes m'ont dit qu'aujourd'hui le taux d'illettrisme est de 25%, alors qu'il était de 7 à 8% dans les années 70. Il ne faut pas me dire qu'à ce niveau-là, c'est un échec. Non, c'est une volonté. Probablement, de casser. Bien. Et donc, à ce rythme-là, eh bien, nous allons vers un peuple d'intellectuellement sous-développé. Et je n'hésite pas à dire que l'une des causes aujourd'hui de l'abstention aux élections, et c'est le fait que beaucoup de gens ne comprennent pas les professions de foi. Ils se demandent pourquoi ils vont s'engager sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Hein? À terme, même le suffrage universel est menacé. Donc il faut redresser l'enseignement, qui est l'élément essentiel, sans doute, de ce processus de civilisation qu'il faut relancer. À côté de ça, vous avez d'autres éléments importants, l'indépendance énergétique. Un pays ne peut pas être indépendant vraiment s'il n'a pas son indépendance énergétique. L'indépendance alimentaire, la France n'a plus son indépendance alimentaire. C'est pas vrai. C'est pas parce que les supermarchés sont pleins que nous sommes indépendants. Il suffit d'une grosse crise sociale et on ne mange plus. C'est bien. Voilà. Et le troisième grand groupe de mission de l'État, eh bien, c'est de favoriser les initiatives, libérer les énergies, en particulier économiques, mais pas seulement économiques.
C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rencontré un maire qui produit des cerises. Et il me dit, moi je suis de gauche. Ok. Et je produis des cerises. Et ce qui me casse les pieds, c'est qu'à la saison des cerises, ben, j'aurais besoin que les gamins puissent faire 70 heures. Pas mal dans la bouche d'un maire de gauche. Hein. Intéressant. Hein, c'est vrai. J'aimerais bien que les gamins fassent 70 heures. Et ils n'ont pas le droit de faire plus de 35. Ben, ça me casse les pieds. L'État, aujourd'hui, ne met que des carcans. Sans oublier que les gamins qui sont chez lui, qui vont chez lui, s'ils ont même 18 ans, n'ont même pas le droit de monter sur les échelles. Mais dès qu'il arrive 18 h à la fin du boulot, ils montent dans l'arbre. Ben oui, c'est normal. J'en fais encore, je le fais encore. Pourquoi pas hein. Donc on marche la tête. Donc la troisième fonction, grande fonction de l'État, c'est de libérer. Et libérer sans cesse. Parce que les carcans, on les renouvelle sans cesse. On en remet sans cesse. Partout. Hein. Donc c'est sans cesse libérer, faciliter, etc. Et nous, dans notre équipe, nous avons commencé. Aujourd'hui, nous savons tous que le Code du travail français fait 3000 pages. Eh bien, mesdames et messieurs, le nôtre, il est prêt, il fait moins de 100 pages. Et c'est pas moi, officier, qui l'ai fait. J'ai fait faire par des spécialistes, hein, et il est vérifié par des chefs d'entreprise, par des syndicats, etc. Il est prêt à être mis en œuvre. Il ne reste plus qu'à avoir les virgules, la forme. Et quand j'entends M. Fillon dire qu'il faut absolument qu'on travaille sur le Code du travail, bon, écoutez, ça suffit, quoi. Il suffit de s'y mettre, chef. Hein. Pardonnez-moi, je vais voir. Voilà donc les trois grandes missions de l'État. Et ça dessine un gouvernement à 3 ministères d'État, qui n'est plus une charge honorifique, mais un grade, entre guillemets, une fonction. Au total, 15 ministères et 7 secrétariats d'État. Aujourd'hui, nous avons 33 ministères et 20 secrétariats d'État. Bien. Ensuite, l'administration territoriale. Ça, c'est mon bébé. Pardonnez-moi. L'administration territoriale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Depuis une trentaine d'années, nous voyons une distanciation entre les métropoles, Paris, Lyon, Toulouse, etc., Bordeaux, qui continuent de se développer économiquement, culturellement, etc., et le reste du pays, qui lui descend, décline tout doucement. Mais le reste du pays, ça n'est que 65% de la population française et 85% du territoire. Donc on est en train de créer une France à 2 vitesses, une France de plus en plus surdéveloppée, et une France surdéveloppée qui se branche sur l'économie mondiale et le reste du monde. À terme, bien sûr c'est une injustice radicale, ce sont aussi des problèmes de cohésion. Et cela, on est en train de l'aggraver en ce moment par la loi Notré pour nouvelle organisation des territoires de la République, qui est l'aboutissement d'une réflexion qui a commencé sous Chevènement, il ne faut pas l'oublier. Hein, donc droite et gauche au papier au même temps. Ils sont tous responsables. La loi Notré, dont, si vous voulez, la motivation cachée est de faire disparaître en particulier les communes rurales. Et moi je rencontre en ce moment, bien sûr, comme tous les candidats, beaucoup de maires, et bien beaucoup me disent, moi je ne me représente pas et je n'aurai pas de successeur. On n'en veut plus. Hein, ils ne peuvent plus remplir leur fonction. Ils donnent de moins en moins de subsides aussi. Donc que faut-il faire? Bien, inverser radicalement la vapeur. Ne pas accepter la France à 2 vitesses. Il ne s'agit pas de faire le même développement dans les zones rurales qu'à Toulouse ou Marseille, mais elles ont droit, elles aussi, à leur développement. Inverser la vapeur. Comment on fait? Et ça, ce n'est pas uniquement pour le développement. Je dirais après qu'il y a une autre raison essentielle à cela. Comment on fait? D'abord, on rend le pouvoir au maire. Ça signifie abrogation de la loi Notré. Ça signifie aussi, dans la durée, on ne va pas faire ça en 3 jours, c'est pas possible. La loi Notré, ici, c'est une signature. Mais le reste, c'est disparition, suppression du conseil départemental et du conseil régional. Et ça fait, l'air de rien, 20 milliards d'euros d'économies par an au niveau national. Sans supprimer tous les emplois de fonctionnaires territoriaux. Ils ne sont pas coupables, ces gens-là, on ne va pas les punir. Hein. Et les maires auront besoin d'employés si on leur donne des charges supplémentaires, c'est évident. Et il y aura forcément des intercommunalités dont je souhaite, moi, qu'elles soient suscitées par les maires eux-mêmes.
qui sont... Attendez, là je pèse mes mots. Il y a infiniment plus de responsabilités de bon sens parmi les maires ruraux de France que là-haut. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc ils sauront faire. Il faudra certainement en aider quelques-uns, il faudra susciter. L'État a son rôle de surveillance, c'est évident. Ok, d'accord. Mais leur laisser la liberté, le pouvoir. Et c'est 1 milliard d'euros d'économie annuelle, et bien on les met dans une cagnotte pour le développement rural. Et il y a de quoi faire, je peux vous dire. Hein. Par exemple, nous travaillons, vous verrez dans le prochain livre, nous avons l'élaboration là d'un plan de développement de la ruralité, ce qu'on appelle la ruralité. C'est l'élaboration, c'est le début uniquement. L'ébauche, je voulais dire. Bien sûr, le numérique, pourquoi les zones rurales sont-elles autant en retard? Pour des raisons tout simplement économiques et de conflit pour les entreprises. Et les personnes. Et les personnes. Il y a aussi l'énergie. Aujourd'hui, nous avons technologiquement, nous pouvons produire l'énergie à Bolène pour les habitants de Bolène. Il y a un village d'Alsace qui a son autonomie énergétique complète. Complète. Le maire l'a fait. Et pourquoi on ne ferait pas ça au niveau national? Ça simplifierait beaucoup de choses, notamment en cas de problème grave. Pourquoi toute la France serait-elle dans le noir? Parce qu'à Paris, il y a un CGTiste qui veut couper le courant partout. Non, quand même. Quand même. Ce que je dis là, c'est pas anecdotique. Nous avions repéré pendant la guerre froide face aux soviétiques, et bien justement que là, il y avait un vrai problème. Toute la France pouvait se retrouver dans le noir parce que quelqu'un pouvait baisser l'interrupteur, enfin, peu importe, elle pouvait couper le courant. Toute la France. Et on le surveillait, ça, je peux vous dire. On le surveillait sérieusement. Donc l'énergie, le plan énergétique, donner l'autonomie énergétique à tout le monde en France. C'est possible aujourd'hui. Bon, il faut encore y travailler, recherche et développement, d'accord. Et le gros point de ce plan touche à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'indépendance alimentaire de la France. Aujourd'hui, la France n'a plus son indépendance alimentaire. Dans des circonstances graves et extrêmes, donc dont la probabilité d'occurrence n'est pas énorme, d'accord. Mais en politique, il faut prévoir tout, normalement. Surtout quand c'est très grave. Dans certaines circonstances graves, les Parisiens, au bout du 8 jours, peuvent se manger entre eux. Mais aussi les Marseillais. Dans certaines circonstances graves, nous pouvons avoir des famines gigantesques en France. Plus grave qu'en Afrique, parce que les Africains sont plus solides que nous, physiquement. Et oui. Donc, il nous faut l'indépendance alimentaire. C'est un intérêt national vital. Et bien ça, c'est la ruralité. Alors, nous avons aujourd'hui une agriculture qui est en complète déshérence, avec un agriculteur qui suscite tous les 2 jours. Okay. Pourquoi? Parce que l'agriculture a été dévoyée, elle est faite pour nourrir la France et les Français. Aujourd'hui, elle est branchée sur le circuit spéculatif mondial. Et puis on laisse les agriculteurs qui veulent rester sur la spéculation, on laisse faire s'ils veulent. Certains s'en sortent très bien. Et bien, il faut créer à côté une autre agriculture. Une autre agriculture. Dédiée, elle, à l'indépendance alimentaire. Alors, nous avons imaginé des petites exploitations. Petite exploitation égale main-d'œuvre. Ça tombe bien, 10 millions de précaires, 6 millions de chômeurs, plein de gens qui cherchent du travail. Hein? Petites exploitations. Permaculture, c'est-à-dire, c'est de l'écolo, ça. Permaculture. J'ai dit ça à une mère verte, me dit, mais vous nous avez copié. Non, non. Non, c'est du bon sens. Permaculture, circuit court, d'abord pour les habitants de Carpentras, et puis ensuite vendu à Marseille, etc. Il faut envisager dans certains cas au moins des prix protégés, parce que nous avons en France de plus en plus de pauvres, des gens qui ont vraiment des difficultés à manger. J'en connais dans ma région, en particulier des veuves d'agriculteurs, qui n'ont que la pension de réversion de leur mari et qui vivent difficilement avec 400-500 euros par mois. Mon propre parrain, 85 ans, qui a été maire de son village pendant 35 ans, a été agriculteur avec son épouse, ils ont 1000 euros. C'est pas lourd, hein? Donc à 85 ans, il continue son potager, son poulailler. Ces gens-là, eux aussi, ont le droit de vivre. Donc là, il faut envisager des prix protégés, limités pour eux, au moins pour eux. Si vous voulez, c'est la remise à jour d'un vieux principe médiéval qui a couru jusqu'à 1788, la police des grains.
Tant que les pauvres n'ont pas mangé, les prix du pain ne doivent pas augmenter. Point. C'est pas socialo, ça. C'est la solidarité. C'est banal, c'est humain. C'est ce que vivaient nos ancêtres. Enfin. Et on va le remettre à bout du jour. Il faut le remettre au bout du jour. Donc, petite exploitation, dit main-d'œuvre, donc dit commerce locaux, dit école, hein, c'est forcé. Permaculture, prix protégé, et puis l'organisation pour que toute la France puisse manger en tout temps et en toutes circonstances. N'importe où, je veux dire, à Paris aussi bien qu'à Carpentras, et en toutes circonstances. Sur l'administration territoriale, je voudrais dire autre chose. Il y a ici d'anciens militaires, il y a aussi des chefs d'entreprise, etc. Je vais prendre, ça sera plus facile pour moi, l'image militaire. Il y a ce que nous appelons dans l'armée la chaîne du commandement. C'est-à-dire les responsables qui emmènent, qui vont au combat. Les responsables, et la troupe, bien sûr. Le colonel, les capitaines, les chefs de section, les chefs de groupe, et le soldat, ceux qui vont au combat. Et tout le reste est au service de ces gens-là. Parce que la raison d'être du régiment, c'est le combat. Dans une entreprise, c'est pareil. À la production. Et tout le reste au service de la chaîne de production. En France, enfin dans un pays, dans le nôtre en particulier, surtout une fois qu'on a supprimé le conseil départemental et régional, qu'est-ce qui reste comme élus? Les députés et les sénateurs, qui d'ailleurs sont certainement trop nombreux, il faut le voir, on verra bien, qui eux sont chargés de voter les lois, et les maires et le président de la République. Les maires et le président de la République, qui eux sont au quotidien, en toutes circonstances, toutes, les meilleures et les pires, au contact des Français, de la réalité des Français, qui sont en charge réellement du pays. C'est eux qui sont réellement en charge du pays. Les maires et le président de la République, quand il fait son boulot. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Bien. Les maires. Eh bien ça équivaut à la chaîne du commandement militaire, à la chaîne de production. Ces gens-là sont en charge du pays. Moi je dis que ça, c'est ça l'exécutif national. Le président de la République et les maires. Et tout le reste doit concourir, doit les aider à remplir leur mission. Tout le reste. Donc ça, cet exécutif national, moi je veux l'institutionnaliser, l'organiser et lui donner des fonctions pour le temps calme et le temps difficile, la tempête. Voilà comment je conçois l'administration de notre pays. Pardonnez-moi, j'étais un peu long. Ah oui, je voulais vous parler, est-ce que j'ai encore le temps? Je parle trop. Non. Et oui, après vous n'aurez pas le temps de poser des questions. Voilà. Bon, je vais vous parler de mon autre bébé, si je peux dire. Nous avons travaillé dessus il y a très longtemps. Dans le livre à bandeau bleu, vous avez pu voir que j'envisageais une charte éthique. Mais je n'étais pas satisfait. Parce que l'éthique, dans l'histoire, dans une civilisation, découle toujours de quelque chose. En général, c'est une religion ou une sagesse. Dans 90% des cas, c'est une religion. Bien. Alors je cherchais un chemin pour monter au-dessus, parce qu'une éthique qui n'accrochait à rien, sauf à la majorité, 50% des voix plus une, qui peut changer, basculer le lendemain, c'est pas solide. C'est pas solide. Donc nous avons trouvé autre chose, et c'est ce que nous appelons maintenant, pour le prochain livre, la Grande Charte de France. Qu'est-ce qui m'en a donné l'idée? L'histoire. Dans nos pays européens, en particulier en Angleterre, je crois en France, je crois aussi en Italie, il y a eu à certaines époques une Magna Carta. La Magna Carta, qui était l'énumération des grands principes qui devaient être auxquels devaient adhérer tous les Anglais, par exemple, ou tous les Français. C'était un principe de regroupement, des repères communs. C'est un principe civilisateur. Certains auteurs n'hésitent pas à dire que c'est cela, c'est le socle qui a fait la civilisation, en particulier en Grande-Bretagne. C'est cela. Parce que les souverains, pendant 1000 ans, ont fait vivre cette Magna Carta. Ils ne l'ont pas laissé à l'état de chiffre de papier, de bout de papier. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée de la Grande Charte de France.
Qu'est-ce que nous allons y mettre dans la grande chambre de France? Ben, ce que normalement on trouve de commun à tous les Français dans l'histoire de notre pays, ce qui a fait notre pays. D'abord, l'identité. Je suis désolé, mais quand on veut faire, comme Sarkozy, un débat sur l'identité nationale, on va dire, on est à côté de la plaque. Complètement. Complètement. Il suffit de regarder l'histoire de notre pays. Sinon, on ne sera jamais d'accord, surtout entre Gaulois. Et surtout quand aux Gaulois, on rejoint des musulmans, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Il suffit surtout de regarder l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, on y revient de plus en plus. Même M. Valls, vous vous rendez compte, M. Valls a dit que la France a des racines chrétiennes. Wow. C'est géant. Pardonnez-moi, je parle comme un jeune. Hein, c'est énorme. Bon, d'abord, quelques lignes sur l'identité de la France. La France s'abreuve à 3 sources. La pensée hébraïque, d'où elle tient le décalogue, la pensée gréco-romaine, et la pensée du Christ qui s'exprime dans l'Évangile qui a donné le christianisme. Et nos ancêtres, on continue, nos ancêtres se sont inspirés essentiellement du christianisme. Et pour devenir français, il faut accepter ça et le respecter. Qu'on soit pratiquant ou non, croyant ou non, catho, prote ou musulman, on s'en fout. C'est l'histoire qui enseigne ça. Première chose. La deuxième chose, c'est la vocation de la France. Enfin, Tozin, vous parlez encore de la vocation de la France. C'est complètement dépassé, ça. Oui, je parle de la vocation de la France. Parce que toute l'histoire nous en parle de la vocation de la France. Et ceux qui nous en parlent le mieux, ce sont les étrangers. Je ne vais pas tous les citer, on connaît tous Jean-Paul II, mais même Staline s'y est mis, qui considérait que pour que le communisme s'empare du monde, il fallait d'abord qu'il s'installe à Paris. Eh oui. Donc il n'y a pas que les cathos. Et la vocation de la France, c'est d'universalité. Et quand on y regarde de près, c'est de servir l'homme. C'est de porter un message d'humanisation des rapports entre les hommes, et même d'humanisation de l'homme lui-même. L'homme est sur un chemin d'humanisation permanente. Les relations entre les nations doivent être sur un chemin d'humanisation permanente. Le message de la France, qui est gigantesque, et c'est le message le plus politique qui soit, c'est de dire à chaque homme, tu es ce qu'il a de plus grand dans l'univers. Ne t'avilis pas, ne te laisse pas avilir, n'avilis pas les autres, libère-toi, libère-les. C'est géant, et c'est un message politique éminent. Et c'est ça la vocation de la France. Ce n'est pas une vocation impérialiste, guerrière, etc. C'est une vocation de chef de cordée, qui montre les sommets, qu'on voit parfois dans les brumes de l'histoire, les tempêtes de l'histoire, on les voit parfois, et après ça cache le nouveau. Mais on sait qu'ils existent. Et bien c'est d'y monter et dire aux autres, allez, avec moi. C'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et bien ça, nous l'avons écrit. Pas comme ça, quand même, hein, en termes plus simples, peut-être. Et ensuite, donc, nous avons, j'y vais arriver maintenant, nous avons décrit les principaux principes politiques, en fait, qui sont au nombre de 4, qui sont tirés de notre histoire, et qu'il faut, je crois, accepter comme tel, quelle que soit notre opinion personnelle, pour construire du solide. Il nous faut des fondations. Je disais aux journalistes tout à l'heure, que nous soyons de droite ou de gauche, il y a des fondamentaux qui, eux, ne sont ni de droite ni de gauche. On s'en fiche de la droite et de la gauche dans certains cas. La famille n'est pas de droite ou de gauche. L'autorité non plus. Et qu'est-ce qu'on voit dans notre histoire? L'affirmation dans l'histoire de notre peuple, mais aussi de tous les peuples européens, et de l'immense majorité d'ailleurs des peuples de la Terre, je crois que 90% des humains sont comme ça. L'affirmation que l'homme est créé. Qu'il y a quelque part une source de vie. Les uns l'appellent Allah, d'autres Dieu, d'autres la nature. Ah, ok. Mais il y a une source de vie quelque part, et que l'homme est créé. Et que c'est le seul fondement solide de sa dignité. Si on fait dépendre la dignité de l'homme du suffrage universel et de la majorité, c'est mal parti. On le voit tous les jours. Forcément. Ça donne un jour ou l'autre, ça donne Hitler. Donc là, c'est l'un des fondamentaux de notre culture, de notre nation. L'un autre, c'est l'homme, il naît homme ou femme. Je n'invente rien, c'est dans notre nation. Je ne suis pas en train de faire une profession de foi, je constate l'histoire. L'homme, il est né homme ou femme, il est un être familial qui s'épanouit dans la famille et dans la société et dans la nation, et il a une vocation au bonheur, etc. Il a vocation à être libre, à s'épanouir. Il a vocation à la grandeur.
Et oui, on est loin, pardonnez-moi, du travail à la chaîne, hein. De l'idéologie du travail à la chaîne. Bien, etc. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que le temps passe. Nous terminons ensuite sur les principes politiques fondamentaux qui courent notre histoire. Le bien commun, l'État est là pour asseoir le bien commun. J'ai même entendu, encore une fois, M. Valls parler du bien commun, cet homme-là. Il est du bon derrière. Je franchement. Hein. Même M. Valls, en rendez compte, je ne pense pas qu'il avait la même acception que moi de l'expression, mais peu importe. Donc le bien commun, la subsidiarité qui précise que ce qui peut être fait au niveau de la personne doit être fait au niveau de la personne, ce qui peut être fait au niveau de la commune ne doit pas être fait au niveau à un niveau au-dessus, point. C'est comme ça. Et que l'État, lui, n'a à entrer en action que lorsque les niveaux en dessous ne font pas leur boulot, et dans la mesure où et le temps que, pas plus, etc. Bien, je vais m'arrêter là, vous comprenez que c'est beaucoup plus vaste. Maintenant, je me livre aux questions sur ce que vous voulez. S'il vous plaît, évitons les questions de sécurité, parce que je sais faire, pardonnez-moi. J'ai quand même 30 opérations extérieures dans la musette, donc on va peut-être arrêter là-dessus. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis un peu plus collable quand même. Oui. On va laisser le micro au général pour qu'il réponde. Si vous voulez, on va vous entendre. On va vous entendre comme ça. Voilà. Je voudrais faire suite à ce que vous venez de dire. C'est très bonne idée. Vous disiez dans Morpheus, vous avez une interview dans Morpheus. J'entends pas. Oui, vous disiez, donc la même chose que tout à l'heure, soit affirmer que l'homme tel que la nature ou un Dieu l'ont créé ne s'appartient pas, qui est revêtu d'une inaliénable dignité qui lui est conférée par son créateur, que sa nature est soumise à des lois inviolables, et que politique, l'économie, l'argent, etc., c'est parce que vous êtes là. Mais il y a l'autre versant qui me paraît très intéressant, c'est l'inverse de ça, contre lequel vous luttez. Soit laisser faire ceux, soit sa solution, on respecte l'homme et on travaille à son bonheur, soit laisser faire ceux qui ont décidé de s'affranchir du réel, de l'homme et de la nature, pour construire un homme nouveau, on entend beaucoup parler de ça, et une humanité nouvelle, changer de civilisation. À terme, ce choix autorise une infime minorité d'exclure l'homme réel ou à se servir de lui comme d'un instrument de la puissance, de l'économie, des technologies, de la science, d'une ambition idéologique. Ce fut au XXe siècle le choix d'Hitler, Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot, avec les résultats que je voulais juste vous rappeler. Ah non, j'ai pas de question. Non, il n'y a pas de question. C'est monsieur. Donc, vous reprenez quelque chose que j'ai écrit précédemment. D'accord, merci beaucoup. Donc, maintenant, une question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation qu'il fallait reformer aussi, parce que rebâtir la France passe aussi par ça. Est-ce que vous avez une vision de la modification à apporter pour justement changer l'éducation de nos jeunes qui malheureusement l'éducation, l'enseignement, vers le bas. Alors l'éducation fait partie incombe plutôt à la famille. Plutôt l'instruction serait plutôt le mot juste. Est-ce que vous avez une vision de comment organiser ça? Quels sont les niveaux, les strates organisationnelles que vous visez, puisque vous savez reformer tout ça? Je crois que malheureusement aujourd'hui, les familles seules ne peuvent plus faire seules l'éducation. Beaucoup de familles ne peuvent plus faire seules. C'est malheureux, c'est comme ça. Voilà. Donc il va falloir sans doute, là aussi, pas mal de temps. Les familles ont été détruites. Il faut qu'elles se reconstruisent. Donc il est nécessaire que, malheureusement, encore une fois, c'est le pis-aller, c'est vraiment le rôle subsidiaire de l'État qui doit s'impliquer quand les échelons dans le dessous ne font pas le travail, ils ne peuvent pas le faire. Tu vois. Donc il va falloir envisager que l'État s'implique. Bien, je vais vous dire comment tout à l'heure. Mais essentiellement, l'éducation, c'est le rôle des familles. C'est clair, il faut aller vers ça. Bien. Maintenant, en parlant, si vous voulez, je vais terminer sur l'éducation. Comment je vois le rôle de l'État? Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de recréer, de refaire sous une nouvelle forme le service national. Il se trouve que dans ma dernière année d'activité, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a été demandé par MAM de concevoir et créer l'établissement public d'insertion de la défense, qui consiste à aider des jeunes paumés, jeunes de banlieue essentiellement,
à se lancer dans la vie. Alors on recevait c'était effarant, c'était effarant, franchement, ils me regardaient comme ça, c'était effrayant. Je me demandais vraiment ce qu'on réussirait à en faire, pauvre gosse. J'ai pas de papa, j'ai pas de maman, je souligne le copain, je viole la copine, et c'était effrayant. Ils ne savaient pas lire, écrire, ni compter, etc. Quelque chose de terrible. En France, madame, monsieur, en France. Échec des politiques? Oui, vraiment, majeur. Eh bien, ces gamins, ils étaient assoiffés d'autorité, de repères, d'amitié. Et la première chose qu'on faisait, c'était ça c'est bien, tu fais. Ça c'est mal, tu ne fais pas. Tu dis bonjour, tu dis merci, tu te laves. En 15 jours, ils s'étaient transformés. Et parmi les premiers incorporés de 2004, il y en a un qui aujourd'hui est cuisinier à Singapour à 6 000 € par mois. Il est content. Un petit black musulman de banlieue. Content. Voilà. Il paraît qu'il marche. Et c'est un cas que je connais. Manque de chance, cette épide qui était prévue pour 100 000 gamins par an stagne à 3 500. Et on a des politiciens qui font pas de politique, qui prévuent de la belle linge. Bien. Donc il faut que l'État s'implique, je crois qu'il faut qu'il s'implique par cette méthode-là, aujourd'hui, qui est encore une fois c'est un pis-aller, parce que c'est la famille qui doit. Et il faudrait quelque chose. Donc ce service national de cohésion, avec une première fonction, c'est justement une fonction éducative, qui se poursuit par une autre fonction éducative, rendre service au pays, soit dans l'armée, soit dans les sapeurs-pompiers, soit dans la police de la route, soit. Et une troisième fonction, celle que je viens de vous décrire, on les équipe pour démarrer professionnellement et socialement dans la vie. Ça, c'est très éducatif, tout ça. Nous connaissons tous des gens qui, autrefois, ont été sauvés par le service militaire. Voilà. Manque de chance, Chirac, il avait supprimé le mot non. Bon, ok. Bon. Donc, voilà le rôle de l'État dans cette matière-là. Autrement, il faut tout simplement que les familles revivent. Et ça, il faudra du temps. Bon, ceci étant, il faudra du temps, oui. Mais, quand on regarde la démographie, les 80% des familles des années 80, 1980 ou 90, je me souviens plus à l'époque où j'ai vu ça, 80% des familles, des Français des années 80-90 étaient issus de 20% des familles des années 20. Et oui, une famille nombreuse, les familles nombreuses, et bien sûr, c'est elles qui remplacent le plus les générations. Et en général, pas toujours quand même, les familles nombreuses sont aussi celles où il y a la meilleure éducation. Donc, en un siècle, des choses peuvent se faire. En un siècle. Jamais oublier l'échelle de temps en politique. Bien. Bon, ensuite, l'instruction, en fait, le rôle de l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. On a fait le constat tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Mais je vais quand même l'approfondir un peu, donner quelques éléments supplémentaires. Aujourd'hui, il y a deux points qui manifestent que les parents ne sont pas satisfaits par l'éducation nationale. Deux points, entre autres. Il y en a deux qui m'intéressent. C'est que le nombre de parents qui veulent mettre leurs enfants à l'école privée en contrat, sous contrat, augmente chaque année, et ne peuvent pas à cause des quotas, et que le nombre d'écoles privées hors contrat décolle. Ça, c'est quand même un signe. Mais politiquement, normalement, on devrait en tenir compte. Dans une politique normale, orientée vers le bien de l'homme, le service de l'homme. Bien. Alors, moi, qu'est-ce que je dis? Eh bien, il faut libérer, tout simplement libérer. On va pas détruire. Il y a des enseignants qui m'ont dit il faut casser l'éducation nationale. Ok, c'est facile de casser, mais attention, d'accord. On va libérer, peut-être doucement. Premièrement, le chèque éducation, le chèque instruction. Le parent, je ne sais pas, tout le monde ne connaît pas, peut-être. Vous avez un enfant de 6e qui, ici, je dis n'importe quoi, dont la scolarité ici coûte 5 000 €, je dis n'importe quoi, vous recevez un chèque de 5 000 € que vous donnez à l'établissement de votre choix, école publique, privée sous contrat, privée hors contrat. On fait sauter la carte scolaire, on fait sauter les quotas, les parents sont libres. Et il y a une saine émulation entre les écoles. Vous allez voir que les écoles publiques elles vont se mettre au diapason. Mais oui, et c'est normal, c'est humain. La concurrence, quand elle n'est pas pour tuer l'autre, elle est saine. Elle n'est pas malsaine. Il faut quand même qu'elle soit organisée.
La deuxième chose, c'est considérer que les enseignants, comme les chefs d'établissement, sont des grandes personnes et en plus, ils ont une vocation, ils aiment leur métier, ils ont envie de le faire bien, et bien il faut leur donner la liberté de le faire. Arrêtez de les enchaîner. Et ça va changer vite, vite. J'ai côtoyé, ma femme est enseignante, j'ai côtoyé des enseignants pendant 2 ans quand j'étais à Bordeaux, énormément d'enseignants. Ce sont des gens qui aiment leur métier. Simplement, ils sont stérilisés par le système. Eh bien, il faut les libérer. Libérer. Permettre au chef d'établissement de faire régner l'ordre chez lui, déjà. Eh oui, hein, lui permettre d'embaucher qui il veut comme enseignant, du moment que ça profite à l'enfant, etc. Et revoir radicalement le rôle de l'État. Aujourd'hui, si mes informations sont exactes, j'y vais avec des pincettes, il y aurait en France 10% d'enfants qui ne sont pas enseignés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas scolarisés, qu'ils ne vont pas à l'école, non, qu'ils ne sont pas du tout enseignés. Alors, essentiellement dans les banlieues, hein, parmi les immigrés ou de fraîche date. Essentiellement, mais pas que. 10% en France. Et que fait l'État? Vous avez des écoles en France où on enseigne l'inégalité entre l'homme et la femme. Où on enseigne la haine de la France. Où on enseigne la charia. On a même des écoles coraniques. Vous savez comment s'appelle l'étudiant d'une école coranique? Légionnaire. Non? Un taliban. Un taliban. Ou un talibé. Eh bien, le Sénégal aujourd'hui, qui est un pays à 90% musulmans, souffre terriblement des écoles coraniques. Voilà. Hein? Donc, l'État, le rôle de l'État, c'est de fixer des règles. Agréer les établissements qui respectent la Grande Charte de France, dont je viens de vous parler, qui respectent cette Grande Charte, elle a une utilité immédiate, au-delà du long terme, avant le long terme, je veux dire. Elle a des utilités immédiates, cette Grande Charte de France. Par exemple, tout le monde doit la respecter. Tous les établissements scolaires, toutes les entreprises doivent la respecter, puisqu'elle est votée par référendum. Pardonnez-moi, j'étais pris par le temps, je n'ai pas dit ça. Elle sera votée par référendum, au deuxième tour des législatives. C'est simple. Et référendum, inamovible comme les droits de l'homme, approfondissable par référendum uniquement, dans le sens de l'approfondissement. Bon, ce n'est qu'une œuvre humaine, donc peut-être que ça durera 1000 ans, vous vous rendez compte? Je ne sais pas. Hein. Voilà. Donc les établissements doivent respecter la Grande Charte, doivent respecter la France, c'est évident. L'État doit agréer les établissements. Il doit vérifier est-ce que tous les enfants sont scolarisés, sont enseignés. Il doit aussi dire que pour passer en 6e, eh bien, moi, État, je ferai passer un examen. Il faut que tout le monde sache parler, écrire le français correctement. Le français, pas l'arabe, le chinois ou les zapotèques. Le français, c'est notre langue nationale. Normal. Hein? Et pareil pour le bac. Voilà le rôle de l'État. C'est pas de tout faire. C'est pas que le ministère de l'Éducation nationale dise bon, aujourd'hui on est mardi à 10h du matin, tous les enfants de 6e entrent en classe de français pour étudier le verbe être. On s'en fiche. J'ai répondu à peu près? Non, ça va. À peu près. Bon, ça va. Mais c'est un vaste sujet, donc... Ah oui, c'est grave. assez compliqué. En plus, je ne parle pas de l'enseignement supérieur, je ne parle pas de ça, j'en suis parfaitement conscient, et dans le livre, je n'en parle pas non plus. Hein. Parce qu'il faut commencer par la base, quand on veut reconstruire, quand on commence par les fondations. Ok? Ouais. Donc, je ne parle pas d'enseignement supérieur. Et je sais qu'il y a de vastes problèmes. Autre question. Monsieur. Je voulais lever le problème de l'idéologie qui envahit les médias et qui envahit la vie politique d'une manière générale. À chaque fois que vous discutez d'un problème, c'est l'idéologie qui sort en premier et non pas les faits. Et non pas, je dirais, une analyse objective, c'est une analyse teintée à 50%, à 100%, à 20% d'idéologie. Ça nous ronge. Ouais. Moi, j'ai à l'âge où j'ai vécu ça même pendant la 4e, c'est pas nouveau. Et à l'école, à l'université, dans les affaires, c'est monstrueusement mortel pour ce pays. Bon. Alors j'aimerais connaître votre avis là-dessus, en général. Sur l'idéologie ou sur la façon de lutter? Sur la situation. Non, mais la situation, je fais le même constat que vous, monsieur. Pardonnez-moi. Là, je vous parle en candidat à la présidence de la République. Donc, je vous dis ce que je pense faire. Oui. Voilà. Hein? Oui. Hein? L'idéologie, il faut combattre l'idéologie. C'est le refus du réel. Et comment? Voilà. Comment? Je crois que d'abord, il faut mettre le bon sens au pouvoir. Et oui, le bon sens, il est au pouvoir dans les mairies. Écoutez, encore une fois, je rencontre énormément de maires.
ils sont de droite, de gauche, du centre, de vert. Mais je suis frappé par le bon sens. Et ils s'adressent à tout le monde. Mais si on mettait le bon sens au pouvoir là-haut, eh bien vous savez, il y a plein de choses qui changeraient. Pour ça, il faut d'abord un chef. Et oui, mais un chef, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelqu'un qui n'a fait, tout au long de sa vie, n'a fait que risquer l'argent du contribuable. Je suis désolé. On a des quantités de chefs en France, dans l'industrie, partout, dans les armées, évidemment, hein, mais plein de chefs en France. Des gens qui savent ce que c'est que risquer. Le chef d'entreprise qui arrive en fin de mois, qui n'a pas de quoi payer ses employés, il sait ce que c'est, lui. Et certains se suicident, d'ailleurs. Tous les jours, paraît-il. Le chef d'entreprise, le chef militaire, je me suis fait tirer dessus des dizaines de fois. J'ai ramené des garçons entre quatre planches. Je sais ce que c'est. J'ai risqué autre chose que l'argent du contribuable. Et ça, vous savez, monsieur, ça donne du réalisme et ça éloigne de l'idéologie. Beaucoup. Beaucoup. Un maire, ce matin, me disait que jeune, il travaillait dans l'entreprise de son père. Et il a aidé les ouvriers à fomenter une grève. Waouh, vous vous rendez compte un peu? Eh oui, il avait 18-20 ans. Qu'a fait son père? Il n'a rien dit. Il lui a donné les clés d'entreprise et il est parti. Il est revenu quelques temps après. Ah, le gamin, il a tout compris. En 15 jours, il a compris. Il avait des responsabilités. Fini l'idéologie. Le bon sens en haut. Pour ça, il faut un chef. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de chef. Voilà, nous avons du Canada de chef. C'est tout. Voilà, et bien oui, ils ont la peinture, le grand ruban, etc. Mais c'est tout. Bon, j'exagère, parce qu'il y a des gens très bien quand même. Faut pas, c'est un peu caricatural ce que je dis. C'est vrai parce que humainement, il n'y a pas de. Ce sont des gens bien comme moi. Mais, pardon. Je trop. Non, c'est bon. D'accord. Bien, la première chose, le bon sens là-haut, et pour ça, il faut un chef. Il faut aussi, je suis persuadé, voyez-vous, que ce que je disais tout à l'heure, cet exécutif national entre le président de la République et les maires, mais ça va changer les choses sur le mur d'application. Ça va vraiment changer les choses. Hein? Quand tout le monde, tous les services, les préfectures, etc., se retrouveront au service de cette chaîne qui est au contact permanent des Français et des problèmes. Mais l'idéologie ne tiendra pas la route. Face au réel, l'idéologie ne tient pas la route. Simplement, quand on a des gens qui cultivent l'idéologie, eh bien, ça donne la cause. Un jour ou l'autre, nécessairement. Parce que le propre de l'idéologue, c'est de vouloir plier la réalité à son idéologie. Périsse la France plutôt que nos idées, disait je ne sais plus quel clown pendant la guerre de la Révolution 89. Voilà. Périsse la France plutôt que nos idées. Voilà. Donc il faut revenir au réel, au bon sens, à des chefs, à des principes. Clair, banal. J'ai répondu. Autre question. On approche de la fin, je crois. Non. Encore un petit quart d'heure. Oui. Bonsoir. J'aimerais aborder le sujet de la justice. Vous avez un tout petit peu abordé le code du travail, comme on le connaît, qui est un vrai frein au travail. Mais la justice en général est également certainement l'élément qui manque le plus sur le fronton de nos mairies. Parce que si on est censé avoir liberté, égalité, fraternité, la justice, c'est quand même le grand oublié de l'ensemble des discours de nos hommes politiques. Et je pense que c'est un vécu assez difficile de la part des Français au quotidien. Oui. Donc j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur Alors, le sujet de comment vous voyez ça. Je ne suis plus au niveau de l'opinion maintenant, je suis au niveau de l'affirmation opérationnelle. C'est très différent. Donc il y a tout un petit chapitre sur la justice dans le prochain livre. J'ai eu la chance d'avoir depuis un an le renfort de quelques juristes, avocats, etc. de bon niveau. Et donc la première chose à faire, c'est de nettoyer la justice. Elle doit être indépendante, oui, du pouvoir exécutif, oui, mais pas du peuple, qui est souverain. Point. Ça c'est clair. Elle ne peut pas être indépendante. Il faut du peuple dire. Et il faut lui rendre sa noblesse. Qu'est-ce qui pourrit la justice aujourd'hui? C'est l'idéologie, véhiculée essentiellement par le syndicat de la magistrature. Donc, on supprime le syndicat de la magistrature, on interdit la syndicalisation dans la justice. Comme dans l'armée.
On responsabilise les magistrats. Quand ils édictent quand ils rendent un arrêté contraire au droit français, par exemple, sur les enfants issus de GPA à l'étranger, bah, ils sont punis. C'est banal, c'est normal, ça me semble normal. Le peuple est souverain, c'est lui de décider. Il a décidé que la GPA en France, non. Et bien, donc le juge doit accepter cette affaire. Il faut aussi, évidemment, mon cher monsieur, renforcer la justice, la recentrer sur son corps de métier. La justice aujourd'hui, dans les missions régaliennes, c'est les parents pauvres. Ils cherchent des feuilles, ils achètent du brouillon par eux-mêmes, hein, par leur données propres. Ils n'ont pas les jeux logiciels suffisants pour travailler, etc., etc., etc. Il y a un gros effort financier à faire pour la justice. Il faut sans doute très rapidement recruter 3000 magistrats par recrutement externe pour casser le corporatisme. Recrutement externe parmi les officiers de gendarmerie et de police, des gens remarquables qui sont capables de le faire, avec une petite formation, et ça ira. Il faut aussi la recentrer sur le corps de métier, c'est-à-dire que la pénitentiaire, direction intérieure. Ils ne sont pas faits pour ça, les juges. La justice n'est pas faite pour incarcérer, et elle doit prononcer un verdict. Donc, direction l'intérieur, la pénitentiaire. Et là, on saura à l'intérieur s'occuper des prisonniers. Vous savez, les policiers ne sont pas des brutes. Ils savent aussi comment faire pour réinsérer socialement des délinquants. Et oui, hein, parce que le prisonnier, oui, il a fait une bêtise, eh ben, il est puni. Et après, c'est un homme comme vous et moi. Donc, il faut l'aider à se réinsérer dans la société, dans toute la mesure du possible. C'est un devoir d'être humain, vis-à-vis d'un autre être humain. Mais la justice ne sont pas armés pour ça. Dans les prisons, il faut évidemment avoir un renseignement de prison. Et oui, il n'est pas normal qu'on trouve des explosifs, des armes en prison. Donc la pénitentiaire, direction à l'intérieur, ils sauront mieux faire. Ça sera, les vaches seront mieux gardées, comme disait ma grand-mère. Et puis, il faut bien sûr renforcer certaines lois, en particulier concernant le terrorisme. Concernant le terrorisme, moi je suis un petit peu étonné devant certains errements aujourd'hui. C'est pas forcément de la faute des juges eux-mêmes, c'est peut-être que nous manquons de clairvoyance et de solidité dans notre arsenal judiciaire, législatif. Mais il faut vraiment traiter cette affaire-là d'une manière beaucoup plus forte qu'on ne le fait. Parce que ça va durer. Il y aura des hauts et des bas. Le djihadisme, c'est un phénomène récurrent dans l'histoire. On l'appelle aujourd'hui djihadisme, ça s'est appelé mahadisme au Soudan au XIXe siècle, c'était les sénoucistes qui ont massacré le père de Foucault, etc. C'était la secte des Hachachines, assassins à l'époque des croisés. Le djihadisme, c'est un phénomène récurrent dans l'islam. Là, c'est une résurgence forte, qui à mon avis va durer. L'une des grosses fautes de Sarkozy, ça a été de casser la Libye, parce qu'il a répandu le djihadisme dans tout le Sahel. Bon, mais là, il faut vraiment prendre les moyens de lutter, les moyens de justice pour lutter contre le djihadisme, très important. Et puis la justice au quotidien, il y a certainement des choses à revoir aussi. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous comprenez que je vous invite à acheter mon livre. Ça ne rapportera rien du tout, rassurez-vous. Voilà. Et vous avez tout un chapitre. Madame. Moi, la suite de cela... Oh, pardon. Vous parlez beaucoup de sécurité, puisque en tant que militaire, c'est quand même beaucoup votre travail, mais ce qui est très inquiétant en France actuellement, c'est les zones de non-droit. Oui. Comment vous allez faire? Ah, madame, comment je vais faire? C'est un secret. Parce que ça va être très dur. Bon, il faut établir un principe, il ne peut pas y avoir de zone de non-droit en France. Et ça remonte à loin. Je venais d'arriver à Saint-Cyr comme instructeur en 1982. J'avais comme lieutenant un gendarme qui arrivait des Minguettes à Lyon. Il me disait déjà en 82. Nous savons que dans tel bar d'immeuble, au coup de sifflet, 1000 hommes en armes descendent. 82. Ça s'est pas rangé. Aujourd'hui, nous avons, paraît-il, 1000 quartiers de non-droit, alors qu'il y en avait, je crois, 500 il y a 5 ans. Et si on continue à ce rythme-là, multiplication par 2, bon, ça va exploser à court terme. Donc il faut régler le problème. Il faut éradiquer les zones de non-droit en France. Bien. Maintenant, première chose, qui est coupable? Qui est coupable? Ceux qui sont dans ces zones-là?
dont je dis, pour en être le témoin à travers l'établissement public d'insertion de la défense, qu'il ne demandait qu'une seule chose, à être français. Ah, ça je l'affirme, je l'ai vécu. Les vrais coupables, ce sont nos politiciens depuis 40 ans qui ont laissé s'installer ces choses-là. Voilà les vrais coupables. Donc on ne va pas traiter les gens des banlieues comme des ennemis. Certainement pas, du moins pas moi. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils reviennent sous la loi, c'est évident. Mais ce ne sera pas Stalingrad. Ce seront des opérations de police, mais aussi avec la main tendue. Tu veux devenir français, petit? Viens. On va t'aider. Tu vas devenir français. Mais tu reviens dans la loi. C'est nécessaire. On prendra le temps nécessaire. Ça va être dur. Il y aura certainement du sang. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Mais il faut le faire. Sinon, c'est la France qui un jour éclatera. Bon, maintenant, les modalités particulières, on verra. Vous n'inquiétez pas, ça on saura faire. Mais encore une fois, madame, je dis bien, ce ne seront pas des opérations de guerre. Ce ne sont pas des ennemis à l'intérieur. Plus fort. Bonsoir. Oui, donc le problème de la dette est un problème majeur, donc c'est la dépense de l'État, avec 50 millions, 45 milliards d'euros. Que comptez-vous faire à ce sujet pour gérer, contrôler ce problème, protéger les Français généralement Vous parlez pas assez fort, je ne comprends pas tout. Excusez-moi. Donc ma question c'est en deux volets. Le premier volet, c'est que comptez-vous faire au niveau de la gestion et de la dette qui est énorme aujourd'hui, donc on paye 45 milliards d'euros d'impôts. Oui, la dette. Et deuxième question, très générale, mais au niveau opérationnel, que comptez-vous faire pour remettre l'argent au service de l'homme et pas l'homme au service de l'argent comme c'est un peu le cas? Bon, je vais pouvoir répondre aux deux en même temps. Super. Okay. Parce que la dette, il faut comprendre ça dans le cadre d'une politique beaucoup plus globale. Parce que vous savez, encore une fois, j'ai tendance à rigoler quand j'entends des candidats à président de la République, je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Bon, allez, pour rétablir les choses, on va passer de 35 heures à 36 heures. C'est pas des chefs d'État, ça. Je suis désolé. Désolé. Hein. Un chef, à quelque niveau que ce soit, et surtout à ce niveau-là, il joue sur des grands leviers, des grands rouages qui commandent tout. Bien. Donc ça m'amène à vous parler de ma politique économique. Globale. Ça comprend la dette. Vous allez comprendre comment. Aujourd'hui, comment je conçois ça? Attendez, encore une fois, j'ai un modeste DESS d'administration d'entreprise, donc j'ai travaillé avec des économistes, des fiscalistes, des chefs d'entreprise, etc. Je n'ai pas travaillé tout seul, évidemment. Comment on va la faire? Comment je vois la faire? D'abord, il faut apaiser le stress financier que nous connaissons chez nous, financier au niveau mondial, certes, pour aussi apaiser les effets destructeurs d'un éventuel éclatement de la bulle financière. J'ai apaisé, je n'ai pas dit qu'on serait complètement à l'abri. Apaiser le stress financier, ça suppose de séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Dans les banques de dépôt, c'est votre retraite, ce sont vos revenus, etc., les revenus d'entreprise, et qu'elles pourront investir dans des activités économiques réelles, l'agriculture, l'industrie, l'artisanat. Et puis les banques d'investissement, elles, qui pourront même spéculer, si elles le veulent, mais sur leurs fonds propres, et ce que vous leur donnerez volontairement pour spéculer. Voilà. Déjà ça, vous savez, ça va apaiser les choses. Moi, je suis apaisé. Quand je saurai que ma petite assurance vie ne risque pas d'être écrétée pour renflouer les banques, ben, je serai content. Vous aussi, je suppose. Bien. Deuxième chose, il est évident que tout le monde en parle maintenant, qu'il faut réduire les dépenses publiques. Alors, nous y avons travaillé là aussi assez longtemps, avec l'aide de quelqu'un, l'aide pas physique, parce que moi je ne l'ai jamais rencontré, mais il y a quelqu'un qui travaille avec elle souvent, Madame Verdier-Moulinier. Certains de vous connaissent ce nom. Je vous suggère ces livres, ils sont très excellents. Très techniques, ok, d'accord, c'est pas une politique. Mais excellent. Réduire la dépense publique, bon, certains nous disent 20 milliards en 4 ans ou 5 ans. Non. Quand on y regarde de près, quand on veut bien y regarder de près, on peut faire 200 milliards en 4 ans. Sans rien toucher d'essentiel. Sans rien toucher d'essentiel et sans effet rétroactif. Je dis bien sans effet rétroactif. Un seul exemple. Aligner les retraites du public sur le privé, sans effet rétroactif, je dis
bien, sans effet rétroactif, c'est 50 milliards d'euros par an. C'est tout. C'est quand même pas mal, hein? Bien. Bon, je ne continue pas sur ce poste. Ensuite, il y a une réforme fiscale majeure à faire. Lisez chez Mme Verdier-Molinier. Hein, et il se trouve que nous avons travaillé nous aussi. Bien sûr, savez-vous combien d'impôts et taxes nous avons en France là? Autant que de fromage, 360. 360, dont quelques-uns ne rapportent pas assez pour payer les fonctionnaires qui les recouvrent. C'est ahurissant. Bien, eh bien, nous avons établi une liste, c'est pas difficile, il suffit de regarder chez Mme Verdier-Molinier, c'est très clair, hein, une liste d'une centaine d'impôts et taxes qu'on peut supprimer quasiment d'un trait de plume pour les finances publiques, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales, ça fera au total moins 2 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Il y en a quelques-unes qui sont ahurissantes, qui rapportent 500 000 euros par an, c'est ridicule. Et d'autres qui ne suffisent pas à payer les fonctionnaires. Bon, voilà. Mais on peut aller plus loin. On travaille sur quelque chose que vous verrez dans le livre, parce que c'est arrivé à maturité. Tous ces impôts et taxes, on peut les réduire à 3. 3. On garde la TIPP sur les pétroles. On augmente d'une manière drastique la taxe sur le trading à haute fréquence. Vous savez, hein, ces ordinateurs qui fonctionnent 24 heures sur 24, qui achètent, vendent, etc. Et qui font courir de très gros risques à l'économie mondiale. Très gros. Très gros. Hein. Qui enrichissent les banques lorsque il y a du rapport, mais lorsque les banques perdent de l'argent, comme en 2008, il faut renflouer les banques. En prenant chez nous. On va le taxer. Ça va nous aider. Écoutez, en France, aujourd'hui, c'est 30% des actions de la bourse de Paris, chaque année, qui sont en trading haute fréquence. Énorme. 1400 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte un peu? Voilà. On le taxe au niveau à peu près autour de 25%, ça fait 500 milliards par an, et ça, en 4 ans, on rembourse la dette. Le moins capital. Vous avez compris? Ben oui, bien sûr. Mais oui, mais enfin, nous ne sommes pas, nous, Français, coupables de la situation d'aujourd'hui, mais il faut la résoudre. Oui, d'accord? Et pour la résoudre, il faut trouver l'argent quelque part. Et il vaut mieux le trouver là, chez ces robots qui ne se salissent pas les mains. Et oui, et qui font parfois des fortunes gigantesques sans rien faire. Okay. Et puis pour tout le reste, eh bien, un fiscaliste, un docteur en fiscalité nous a donné quelque chose d'inouï. Moi, je n'imaginais pas du tout. Pardonnez-moi, c'est pas mon métier. Et donc, on fait un impôt unique. C'est une taxe sur la dépense, sur la destruction de richesse. Destruction de richesse. Vous achetez une baguette de pain, taxe. Vous achetez une Ferrari, ça vous arrive tous les jours. Taxe. Hein? Et un voyage, taxe. Mais par contre, on ne taxe plus la création de richesse. Pour le consommateur final, ça fait un prix à peu près équivalent à celui d'aujourd'hui. Mais par contre, tout le monde paye. Y compris les administrations, qui aujourd'hui n'ont pas d'impôts, y compris les entreprises multinationales qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts, parce qu'elles sont bien obligées de consommer du papier, de l'ordinateur, de l'encre, etc. Elles sont bien obligées de consommer. Donc l'assiette est beaucoup plus large que celle de tous les autres impôts. Ce qui permet, in fine, c'est un énorme travail de 3-4 ans ou plus, hein, parce que il faudra harmoniser, il faudra aussi répartir cet argent, cet impôt avec les collectivités territoriales, etc. C'est un énorme travail. Hein. Mais in fine, ça permet de supprimer tous les impôts actuels, en particulier l'impôt sur le revenu. In fine, chaque ménage aura en moyenne 1 mois et demi de pouvoir d'achat supplémentaire. Les entreprises n'auront plus besoin de cacher qu'elles font du bénéfice. Elles le font aujourd'hui et c'est normal. Alors plus besoin de cacher parce que l'impôt, cette taxe unique sera sur une ligne, dont j'oublie toujours l'intitulé, c'est dans le livre, pardon, hein, une ligne de leur compte d'exploitation particulière. Toutes les dépenses inscrites sur cette ligne seront taxées, mais pas le reste. Pas le reste. Donc, in fine, non seulement elles n'ont plus besoin de cacher leurs bénéfices, mais elles auront 33% de capacité d'investissement supplémentaire, le taux de l'impôt sur les sociétés. Donc, d'embauche. Ça leur donne très vite un avantage concurrentiel important, et ça fait de la France un pays de relocalisation.
voyez, la dette là dans les loyers. Et en plus, on ne fait de purge à personne. Pas mal, hein, uniquement aux profiteurs. Je pense que syndicats, par exemple, qui se nomment syndicats, ou à d'autres, il y a les commissions paritaires, etc. Mais je continue. Dans ce programme économique, pour relancer la machine, il faut une simplification administrative radicale. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le Code du travail. Bon, ça en fait partie. Nous travaillons maintenant sur la simplification des statuts d'entreprise, de la création d'entreprise. En France, un de mes collègues, enfin, qui m'accompagne souvent, est en création d'entreprise. Ça fait 6 mois qu'il y est, il n'a pas fini. 6 mois. L'Australie, il faut une journée. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire comme les Australiens, mais en 15 jours, ça serait pas mal quand même. Pas mal, hein. Donc, simplification administrative. Un plan syndical. Officier général des forces spéciales, j'ai un plan syndical. On est compte un peu. Il faut le faire. Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas de syndicats. Ce sont des machines à mettre la pagaille. Qui vivent sur une idéologie du 19e siècle, sur un mode conflictuel permanent. Mais les employés ouvriers en tiennent compte, il n'y en a que 8% qui sont syndiqués, c'est normal. Ils ne s'y retrouvent pas dans ce système. Or, le syndicat, c'est important. C'est très important, le syndicat. Je crois même que c'est nécessaire à la vie normale, dans l'entreprise ou ailleurs. Donc, il faut libérer le syndicalisme en France. Donc, nous travaillons sur ce plan de libération, de libération du syndicat. Et, cerise sur le gâteau, ce que De Gaulle appelait la participation, peu importe comment on l'appelle, les entreprises qui font un bénéfice, c'est le résultat du travail et du capital. Les deux. Les deux. Donc, quand une entreprise fait du bénéfice, il est normal que le bénéfice soit partagé en 3. L'entreprise, pour son investissement, le capital et le travail. Il faut sortir du marxisme un jour. Le travail et le capital ne peuvent produire de la richesse qu'ensemble, et pas en s'opposant. Et pas en s'opposant. Voilà notre programme économique. Vous voyez que votre dette, elle est comprise dedans, vous avez compris? Bon, merci. Une dernière question? Quelle est votre position sur le droit du sol et sur la double nationalité? Bon, la double nationalité est à mon avis un faux problème. Je crois que Mazarin n'était pas français. N'est-ce pas vrai? Et la plupart de nos reines sont devenues françaises. D'accord, bien. Donc je crois que le problème n'est pas là. C'est, comment dire, le vrai problème c'est d'aimer la France et de vouloir être français. C'est autre chose. Bien. La double nationalité, ça peut être un problème en temps de guerre, ça peut être un problème avec certaines nationalités, d'accord. Je pense que par exemple avec les Algériens, ça reste encore un problème qu'on n'a pas apuré la guerre d'Algérie. C'est bête, hein? Bon. Alors qu'on a, je crois, à peu près apuré le conflit avec les Allemands, avec les Algériens, non. Mais par contre, le droit du sol, je crois qu'aujourd'hui, il s'impose. Je crois qu'aujourd'hui, il s'impose parce que, bon, vous le savez tous, aussi bien que moi, je suppose, les plus grosses maternités de France sont à Saint-Laurent-du-Maroni. Il suffit de traverser le Maroni, on est en Suriname. Hein, et puis, comment ça s'appelle à Mayotte. Je cherchais le nom de la ville de Mayotte. Mamoudzou. Non, Mamoudzou, c'est la capitale. C'est pas celle-là. C'est aussi la capitale. Voilà, d'accord. Mamoudzou, vous avez raison. Ok. Hein, voilà. Voilà, deux grosses maternités de France, tout simplement parce que les mamans viennent coucher là, parce que leur enfant sera français. Donc, aussi. Bien. Je crois qu'il faut mettre fin à ça. Je crois qu'il faut mettre fin à ça parce que c'est un appel d'air gigantesque. Encore une fois, je maintiens que financièrement, nous pourrions accueillir beaucoup plus de gens. Économiquement, si nous étions bien organisés. Mais psychologiquement, nous ne pouvons. Parce que la France, c'est profondément affaiblie. Pour accueillir quelqu'un, il faut être solide. Une famille qui s'ouvre à quelqu'un d'autre, si elle ne veut pas être détruite, il faut qu'elle soit solide. Mais c'est pareil pour une nation. Pareil pour une nation. Je considère qu'il faut abroger le droit du sang. Du sol. Du sol. Abroger. Oh, je me suis mélangé. Hein, je considère qu'il faut abroger le droit du sol et passer au droit du sang.
Mais avant cela, il faut faire une pause migratoire de longue durée. Ça fera l'objet d'un référendum. On ne nous a jamais demandé notre avis sur l'immigration. Jamais. D'accord? Donc un référendum dès le premier tour des législatives pour faire une pause migratoire de longue durée. On continuera d'accueillir les réfugiés politiques. Ce sont des pauvres gens. Eh oui, et devoir d'humanité. On continuera d'accueillir des étudiants. Oui, mais il faut qu'ils retournent chez eux, parce que leur pays a besoin d'eux pour le développement. Il ne faut pas qu'ils restent en France. Hein? Il faut qu'on fasse une pause migratoire de longue durée pour qu'on se retrouve, qu'on arrive à refaire notre cohésion nationale. On pourra alors se réouvrir aux autres. Il ne faut quand même jamais oublier et qu'il y a dans l'humanité depuis toujours un courant vers l'unité du genre humain. Ah oui, il y a un courant vers l'unité du genre humain, l'unité du monde. Certains ont voulu la faire au forceps, Jean Giscard, Alexandre le Grand, etc. On s'est toujours planté parce qu'on a voulu le faire au forceps. Comme l'Europe, il y a un courant millénaire d'unité de l'Europe, d'unification de l'Europe. Au XIIe siècle, on avait 1000 États indépendants en Europe. Aujourd'hui, on en a moins d'une cinquantaine. Donc il y a un mouvement millénaire. Et chaque fois qu'on veut faire l'unité de l'Europe au forceps, ça se casse la figure. Parce qu'on va contre les personnes, contre les peuples. Mais ce mouvement, il existe. Je crois qu'il est illusoire de vouloir aller vraiment contre. On s'oppose à la nature, on s'oppose à l'histoire. Et on s'oppose à l'homme. Donc il faut l'accepter. Mais il faut aussi le gérer. Sinon, on va à la catastrophe. Sinon, on va à la catastrophe. J'ai répondu? Un peu longuement, peut-être. On va peut-être arrêter là. Une dernière question pour la politique étrangère. Ouais. Quelle est votre vision et votre ordre de bataille, si j'ose dire, quant à Israël, la Russie, le GSA et tous les autres pays du monde, Moyen-Orient, Proche-Orient, etc. Bon, alors, d'abord, avant ça, l'Europe. L'Europe, rapidement l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui, je ne sais plus qui a dit récemment, elle est bornée. Ben, je crois qu'il faut l'euthanasier. Parce qu'elle va nous pourrir la vie pendant longtemps. Simplement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'Europe. Je crois vraiment que nous avons besoin d'une Europe au XXIe siècle. Les défis du XXIe siècle sont tellement grands qu'aucun pays européen ne pourra les affronter seul. Nous sommes dans une position de faiblesse comme on n'a jamais connue depuis 2000 ans. Donc il est essentiel d'avoir un projet commun. De l'actuelle organisation européenne, moi je casse tout, sauf le Conseil des chefs d'État. Si on détruit tout, comme le souhaite, je crois, Marine Le Pen, je ne sais rien, dans 20 ans, nous serons en guerre entre Européens. On l'évitera. D'autant plus qu'il y aura des gens pour attiser de l'extérieur. C'est clair. Hein. Et il faut se garder ce Conseil des chefs d'État européens qui voit quels sont les défis communs à affronter ensemble et qui donc prend les décisions au nom des peuples. C'est l'Europe des nations. C'est de la coopération. Comment? C'est de la coopération. Vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est pas l'enveloppe, c'est ce qu'il y a dedans. Comme certains me disent que j'invente une 6e république, j'en ai rien à faire, moi. 5e, 6e, 8e, le problème n'est pas, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans, hein, le contenu. Voilà. Donc voilà, moi je crois qu'il faut une Europe. Et c'est à cette lumière-là qu'il faudra même regarder l'euro. L'euro, c'est mal fichu. Dès le départ, c'est mal fichu. Et l'euro, à mon avis, est voué à disparaître. Mais vouloir le casser comme ça du jour au lendemain, je crains énormément. Étant donné surtout notre dette. Ça risque de faire exploser les taux d'intérêt. Ça va devenir ingérable. Prudence. Voilà pour l'Europe. Pour le reste du monde, et même pour l'Europe d'ailleurs, l'attitude de la France. Non-alignement. Le non-alignement sur aucun pays. La France est un pays indépendant. Elle doit récupérer sa souveraineté et les outils de la souveraineté. Parce que quand on n'a pas d'armée, on n'est pas souverain. Quand on n'a pas l'indépendance alimentaire, on n'est pas souverain. Quand on n'a pas l'indépendance énergétique, on n'est pas souverain. Okay. Donc il faut récupérer les outils de la souveraineté. La souveraineté et les outils. Et à partir de là, on pourra vraiment avoir une politique étrangère non alignée. La France parle à tout le monde, elle reconnaît tous les États. Reconnaître la Syrie ne veut pas dire bénir Bachar el-Assad. Mais il faut reconnaître la Syrie. C'est nécessaire, comme tous les autres États. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui se passe.
Avons-nous vraiment jugé d'ailleurs? On a des peuples très différents, hein, des histoires très différentes. N'oublions pas quand même que Damas est peuplé depuis plus de 8000 ans. Hein. Bon, on va s'apaiser un peu dessus. Mais une politique non alignée. Moi, si Donald Trump, je me sens du bon de ce côté-là, je ne sais pas exactement, mais je sens du bon. Hein. Si Donald Trump continue de vouloir supprimer l'OTAN, ça me va. Mais à condition qu'il le fasse doucement, parce que nous, Européens, on se retrouve... attention, hein, on n'a plus rien. Étant donné nos armées européennes aujourd'hui, dur. Si les Turcs se fâchent, on les compte un petit peu. Hein, il faut le faire doucement. Hein. Mais si Trump poursuit une politique otanienne comme celle d'Obama et précédent, il faut quitter le commandement militaire intégré. Vite! Parce que l'OTAN est devenue une machine de guerre. Elle est devenue une machine de guerre. Donc il faut quitter le commandement militaire. Et inciter tous les Européens à en faire autant, parce qu'on risque de transformer l'Europe en champ de bataille. La Russie, mais la Russie n'est pas l'URSS. La Russie est un pays européen, avec qui nous avons une histoire commune, des conflits, certes, etc. Il n'y a pas de problème, c'est un conflit avec un pays avec lequel nous avons beaucoup plus de proximité, non seulement géographique mais culturelle, qu'avec les États-Unis, ou n'importe qui. Il faut un partenariat. Mais attention, je ne veux pas, moi, comme certains semblent le vouloir aujourd'hui, qu'on se mette sous la coupe des Russes. Non, indépendance, s'il vous plaît. Hein. Non-alignement. On ne va pas passer de la vassalisation à Washington pour nous vassaliser à Moscou. Pas moi. Vous trouvez quelqu'un d'autre pour ça. Hein. Voilà, etc. Donc, l'Iran est un grand pays, il faut le reconnaître comme un grand pays. Et c'est un pays qui a 8000 ans d'histoire. Ou 6000 ans. On ne peut pas faire l'économie de l'Iran. Hein, etc. Donc, une politique non alignée, visant d'abord les intérêts français, dans réaliser le bien commun national, dans le cadre, j'y tiens beaucoup à ça, c'est gigogne, dans le cadre du bien commun européen, notre environnement immédiat, et dans le cadre du bien commun mondial. Une politique étrangère radicalement orientée vers la construction de la paix, vers la construction de la paix, parce que nous sommes dans un siècle qui peut être absolument terrible. On en parlait un petit peu au début, ça peut être absolument terrible. Ça fait partie de la vocation de la France, c'est sa mission réelle, c'est la mission de notre génération. Je le crois vraiment. Vraiment. Et nous le pouvons. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. C'est ça le vrai problème. Voilà, je crois que j'ai répondu. On va arrêter.